Bonjour, je m'appelle Billy Jazz Marcuso. Je travaille pour le Semoir. Je suis éco-éducatrice et aujourd'hui, on va parler de mon atelier qui s'appelle le fleuve, notre joyau à protéger. Donc, afin de bien comprendre le fleuve Saint-Laurent, il faut juste réaliser, en fait, moi, je suis née à Montréal, mais j'avais jamais vraiment compris le fait que Montréal était une île puis qui était bordée, en fait, du fleuve Saint-Laurent. Donc, déjà, de réaliser ça, c'est de comprendre mieux notre fleuve. Et pour mieux le comprendre aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de son historique. Et on va remonter vraiment loin. Donc, le fleuve Saint-Laurent dans le temps. L'eau, berceau de vie sur Terre. Donc, premièrement, la place de l'homme dans la nature. Il faut pas oublier que l'homme, à la base, est un animal. Puis, avec notre gros cerveau très fort et très puissant, on a construit des villes gigantesques, très sophistiquées, mais le plus souvent, vous allez remarquer, en bordure des cours d'eau, dont le fleuve Saint-Laurent. Ensuite de ça, si on regarde l'image d'après, il faut savoir que le fleuve a toujours été en changement. Donc, l'eau change. C'est un élément très, très malléable. Donc, si on regarde ici, l'île de Montréal, regardez, il y a environ 8000 ans, le fleuve a commencé à avoir la forme qu'il avait. Mais avant, c'était la mer de Champlain. Donc, si on voit sur l'écran ici en bleu, l'eau montait jusque-là. Donc, c'est très, 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 très profond. Regardez, si on se donne une petite idée, Montréal était sous l'eau. C'est comme si le stade olympique avait de l'eau jusqu'à la dernière ligne jaune que vous voyez ici. Donc, c'est que où vous vous trouvez en ce moment, on était probablement sous l'eau. Donc, moi, ici, à Montréal, en ce moment, j'étais sous l'eau il y a plus de 8000 ans. Donc, le fleuve est toujours en mouvement. Faut pas oublier aussi, avant l'arrivée des premiers Européens, donc les Premières Nations avaient une relation différente avec le fleuve que nous aujourd'hui. Donc, si on comprend bien ici, on peut se donner une espèce d'image, c'est que c'était à la fois un garde-manger et un moyen de transport. Mais moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est aussi la relation avec le fleuve qu'ils avaient. Il y a un terme qui s'appelle l'écocentrisme que j'aime vraiment beaucoup. C'est de remettre les choses à leur place. Comme on voit ici sur l'image qu'on voit, en fait, on voit la première image, l'homme se trouve à la première section de la pyramide, comme au top de la pyramide. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne le temps peut-être de réfléchir à la place que l'homme a dans les écosystèmes. Peut-être que l'homme fait partie des écosystèmes, comme on a vu plus tôt, l'homme est un animal. Alors, pourquoi est-ce qu'on mettrait l'homme au sommet de la pyramide quand on peut faire partie d'un tout? Donc ça, c'est une bonne réflexion à avoir quand on veut parler du fleuve Saint-Laurent. Désolé, mon prédit, il va un peu partout. Donc, aujourd'hui, sans le fleuve, notre histoire serait bien différente. Donc, on sait tous que les premiers Européens sont arrivés par bateau, donc par le fleuve. Puis si on remarque, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitations et beaucoup de villages qui se sont construits en bordure du fleuve Saint-Laurent. Comme on voit ici, là, c'est sûrement une seigneurie, là, on dirait quasiment Verchères ou Varennes sur la rive sud de Montréal. Pardon. Fait divers. Dans le fond, il n'y a pas si longtemps que ça, le fleuve gelait à la hauteur, disons, entre Longueuil et Varennes, disons. Puis, il appelait ça des ponts de glace. Donc, pendant le temps des fêtes, les personnes se rendaient d'un logis à l'autre avec leur victuailles pour aller passer le réveillon ou Noël. Donc, petit fait divers du fleuve. Donc, on comprend mieux aujourd'hui un peu l'historique du fleuve. Maintenant, j'aimerais ça qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on y fait à présent. Donc, comme on dit tout à l'heure, on s'est beaucoup établi en bordure du fleuve Saint-Laurent. Encore aujourd'hui, 80% de la population québécoise habite en bordure du fleuve Saint-Laurent. Mais le fleuve Saint-Laurent a plusieurs sections. Je veux qu'on les regarde ensemble aujourd'hui. Donc, si on regarde encore cette présentation-là, dans le fond, le tronçon fluvial. Donc, Montréal se trouve dans le tronçon fluvial. Ensuite de ça, après Trois-Rivières, on tombe dans l'estuaire fluvial. Puis, juste après l'île d'Orléans, on tombe vraiment dans un eau qui est saumâtre, donc salé un peu. Et puis, quand on sort de Tadoussac, donc le fjord du Saguenay, on arrive surtout dans ce qui est l'estuaire maritime et le golfe. Donc, c'est vraiment des écosystèmes différents. C'est une grande richesse d'avoir un fleuve avec autant de diversité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec le fleuve? Donc, on fait du kayak, on fait de la pêche, on fait de la baignade. Le plus important aussi, ce que moi j'ai appris, puis j'ai vraiment été impressionnée de ça,
c'est que plus de la moitié des Québécois utilisent l'eau pour boire, arroser leur jardin puis remplir leur piscine. C'est d'énormes quantités d'eau. Donc, le fleuve n'est pas seulement un endroit où est-ce qu'on fait des sports aquatiques, mais aussi notre source d'eau potable pour plus de la moitié des Québécois. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la place de l'homme dans l'écosystème, OK, oui, nous, on l'utilise pour la pêche, on l'utilise pour faire du kayak, mais il faut comprendre que la fonction première du fleuve, c'est d'être un habitat exceptionnel pour beaucoup d'animaux. Ici, on a un esturgeon, on a un macareux, un phoque, des moules, et puis la bernache du Canada ou l'outarde. La moule, je vous demanderais de la garder en tête parce qu'on va en parler tout à l'heure et c'est un organisme très important pour la présentation. Donc, le vivant. Tantôt, je vous ai dit que le fleuve, c'est vraiment un berceau de vie. Ben, quand on regarde ça, c'est 27 000 organismes au total qui ont besoin d'un fleuve en santé. Si on veut aller regarder le plus gros, ben, on a le requin du Groenland, qui est un requin pas de dents, assez particulier. Donc, lui, il va filtrer avec ses branchies sa nourriture. Là, on le voit à l'écran avec sa bouche béante en train d'avaler du plancton. On a le fameux Orcalabos, le requin blanc. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais oui, on a des requins blancs dans le golfe du Saint-Laurent. C'est vraiment preuve d'une grande richesse parce que, étant donné que c'est un prédateur, il ne viendrait pas flâner dans le golfe s'il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Et puis, ben, l'emblématique beluga ou canari des mers, qu'on connaît tous très bien. Et aussi, c'est chouette, là, les mammifères marins, mais il y a des organismes très importants au sein du fleuve qui sont peut-être un peu plus petits. Donc, on a une image d'algues, des moules tout à l'heure. Ce que je veux vous dire, en fait, à propos des moules, c'est que ces gastéropodes-là, ces animaux-là, ils filtrent de 20 à 25 litres d'eau par jour. Donc, sont très importantes pour les écosystèmes. Aussi, j'ai mis une image d'un colibri parce que quand on parle du fleuve, je veux pas tout simplement qu'on pense aux mammifères marins puis au milieu de vie aquatique. Il y a aussi les berges qui sont super importantes, qui peuvent servir d'habitat pour les animaux. Ici, on voit un colibri. D'après moi, il prend les fibres de la quenouille pour se construire un nid. Donc, tout ça fait partie d'un écosystème du fleuve aussi. Et il y a aussi un organisme assez particulier que j'aime beaucoup, qui s'appelle les diatomées. C'est un algue unicellulaire qui crée de l'oxygène. Alors là, si on prend 2 respirations conscientes, il faut comprendre que ce végétal-là, qui est microscopique, crée la moitié de l'oxygène mondial. C'est assez impressionnant. Donc ici, si on regarde, ça, c'est une éclosion de diatomées. C'est microscopique. On les voit pas à l'œil nu. Il y en a tellement qu'on les voit de l'espace. Donc, si on fait un rappel, OK, le fleuve, c'est un berceau de vie pour les micro-organismes. C'est de l'eau potable, mais c'est aussi l'oxygène qu'on respire. Donc, à la fin, on se rend compte vraiment de la pluralité de ce que le fleuve peut nous offrir. Donc là, on a vu que le fleuve était majestueux, on a vu que le fleuve avait beaucoup de fonctions, mais c'est pas parce qu'il est grand et beau qu'il n'est pas fragile. Donc là, on va aller vers des sujets plus qui ont trait à sa sensibilité et sa fragilité. J'aimerais vous parler d'une loi au Québec qui s'appelle la Loi sur la qualité de l'environnement. En gros, là, je vous la lirai pas parce que c'est un peu lourd, mais les grandes lignes, ce que ça veut dire, c'est qu'il est écrit à l'écran, si vous voulez le lire. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas le droit de polluer. On n'a pas le droit d'émettre dans l'environnement des quantités de contaminants qui pourraient nuire à la vie. Donc, je vous demande de garder ça en tête. On va aller voir une notion que vous avez appris il y a très longtemps, mais qui est très importante à savoir, c'est le cycle de l'eau. Donc, depuis qu'elle est apparue sur Terre, l'eau est restée inchangée. Ce que je veux dire par là, pour vous donner une image, c'est qu'on a bu la même eau que les dinosaures. Oui, effectivement, c'est bien étrange. Puis là, je ne sais pas si vous avez compris, mais depuis qu'elle est apparue sur Terre, oui, effectivement, l'eau ne vient pas de la Terre. L'eau est un extraterrestre. L'eau est arrivée sur une météorite sous forme de H2O, puis elle a tranquillement colonisé la Terre. C'est un des seuls éléments qui se retrouve sur plusieurs phases, là, liquide, gazeuse et solide. Donc, la neige, l'eau et les nuages. Donc, si on se rappelle le cycle de l'eau, on a notre masse d'eau comme un lac. Puis par évaporation, donc par chaleur, on va la retrouver sous forme gazeuse. Puis cette eau-là va voyager, puis par précipitation, se rendre à un autre endroit. Ce que j'aimerais qu'on ait comme réflexion en ce moment, c'est si l'eau circule constamment sur la Terre, c'est qu'on doit
bien entendu, en prendre soin, surtout si c'est la même eau et qu'elle n'est pas recyclée. Il va pas réavoir de l'eau qui va tomber de la... Mais c'est très fort, peu probable que de la nouvelle eau arrive sur Terre. Donc, ça nous fait comprendre qu'il faut vraiment la chérir. Donc, la pollution du fleuve atteint la planète entière puisque le cycle de l'eau sur Terre ne fait que bouger constamment. Donc, si on regarde ça un peu plus à échelle humaine, si on revient sur le plancher des vaches puis qu'on se dit, bon, des fois, l'été, on se promène puis on peut voir souvent sur des pelouses, s'il vous plaît, ne pas venir sur la pelouse, il vient d'avoir un épandage de produits chimiques. Est-ce que ça vous donne envie de boire cette eau-là? Moi, non. Donc, ça, c'est à prendre en considération. À plus grande échelle aussi, en 2019, la Ville de Montréal a procédé au déversement de 8 milliards de litres d'eau usée. Donc, ça, c'est de l'eau qui a été non traitée, qui sort de nos égouts, de nos robinets, qui a été déversée directement dans le fleuve Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de la pyramide de tout à l'heure. On n'est pas au sommet là, de cette pyramide-là. On n'a pas à décider de polluer comme ça les animaux qui habitent le fleuve et puis aussi les personnes qui boivent cette eau-là, dont nous. On ne mérite pas de boire nos égouts, là, on s'entend? Donc ça, c'est à prendre en considération. Quand on se rend compte que la Ville de Montréal a permis ça ou d'autres municipalités le font, c'est que la loi sur la qualité de l'environnement n'a pas été respectée. Il y a une autre pollution que je vais vous parler, qui est la pollution sur le plastique. On en parle beaucoup, mais j'aimerais ça qu'on la démystifie ensemble. Donc ici, je vous montre une image assez forte, en fait, d'un milieu naturel un peu gâché là, par la pollution du plastique. Ce qu'on peut voir ici, c'est surtout des plastiques à usage unique. Mais moi, j'aimerais ça vous parler de microplastique. C'est quoi le microplastique? Dans le fond, le microplastique, ce qui arrive, c'est le plastique qu'on utilise quotidiennement se retrouve dans... On va parler du fleuve pour aujourd'hui, se retrouve dans le fleuve. Puis là, par l'action des vagues, il va se dégrader en petites particules et se retrouver dans la chaîne alimentaire. Donc, dans les poissons qu'on consomme. Puis là, si on a parlé du cycle de l'eau, ça veut dire que dans l'eau qu'on boit aussi, puis dans l'eau qui s'en va ailleurs sur la planète. Donc, ces microparticules-là sont excessivement volatiles. Si on regarde ici, j'ai un schéma très intéressant. Là, on parle de microparticules par jour dans ce schéma-là. Donc, par jour, on respire 170 microparticules de plastique. Dans les fruits de mer, il y en a 56. Dans l'eau du robinet, dans le sucre, dans la bière, dans le sel, le miel, puis l'eau en bouteille. Donc, le plastique fait vraiment partie intégrante de notre alimentation, on dirait bien. Donc, ça, c'est à prendre en considération, surtout si nous, on est au top de la chaîne alimentaire. Pourquoi est-ce que je vous parle de chaîne alimentaire? Vous allez voir, c'est fort intéressant. Je vais vous parler d'un processus qui n'est pas assez pris en considération que je voulais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle la bioaccumulation. Fait que je vais vous parler de la bioaccumulation aujourd'hui. La première image que je vais vous montrer, c'est magnifique. Ça, c'est du plancton. On dirait vraiment, en fait, des extraterrestres venus de l'espace, mais ça, c'est des organismes qui vivent dans l'océan. Juste à côté, on pourrait dire que c'est du plancton, mais non, c'est des microparticules de plastique. Ici, je vous ai montré une image de krill. Cet animal-là sert de nourriture au plus gros animal de la planète, la baleine bleue. Donc, c'est une planète bleue. Okay, je me suis trompée, mais c'est drôle. Donc, la baleine bleue, ici, est en train de s'alimenter. Donc, elle va ouvrir très grande la bouche puis elle va avaler des quantités énormes de plancton. Mais si le plancton, lui, en s'alimentant, il a consommé des contaminants comme du plastique, ben ça va se retrouver stocké à l'intérieur de lui. Ici, vous allez voir, c'est vraiment une image rapprochée d'un plancton. Puis la lumière verte qu'on voit, c'est des microplastiques qu'on a mis à l'intérieur de lui qui réagissent à la lumière UV. Fait qu'on va voir que le plastique est vraiment resté à l'intérieur de cet animal-là et a été consommé par la baleine. Donc, c'est le phénomène de la bioaccumulation. Donc, la bioaccumulation, en gros, c'est l'absorption des substances chimiques présentes dans l'environnement qui va se concentrer dans nos graisses. Donc, je vais vous montrer une image. C'est en anglais, mais c'est vraiment de comprendre le chemin que la contamination va prendre dans la chaîne alimentaire. Je vais vous montrer cette image-là à l'instant. Donc, si on a de la pollution diffuse par l'homme qui se rend dans les chaînes alimentaires, donc, on va dire le krill a avalé 3 particules de plastique, mais la truite à côté, elle va avoir avalé 4 zooplanctons
qui vont avoir à l'intérieur d'eux 3 particules, ben si on fait la multiplication à chaque fois, ça stocke dans les tissus. Puis à la fin de la chaîne alimentaire, comme on voit pour l'orque ci-bas, c'est que lui, à la fin de la journée, il a accumulé dans son corps beaucoup trop de microparticules de plastique. Donc, quand le gouvernement dit qu'on peut émettre, admettons, 3 particules de plastique par jour, par exemple, mais ce qu'ils prennent pas en considération, c'est la bioaccumulation dans les tissus. Donc, oui, OK, le zooplancton n'a pas réagi à ces 3 particules de plastique-là, mais c'est pas pris en considération, en fait, que l'orque, à la fin de la journée, lui, va en avoir des centaines de milliers dans son corps. Donc, chaque action compte. Chaque petite action compte parce que c'est des microdoses qui peuvent devenir énormes à la fin de la chaîne alimentaire. J'ai un exemple assez intéressant. Je vous rappelez, j'ai appelé tout à l'heure le beluga le canari des mers. Ben, il y a très longtemps, je ne sais pas si vous le saviez, mais on utilisait les canaris dans les mines. On les amenait avec nous dans les mines. Puis, si le canari mourait, c'était signe qu'il y avait une émanation de gaz dans la mine, donc il fallait quitter immédiatement la mine pour notre sécurité. Alors, le canari était un indicateur. Donc, aujourd'hui, le beluga fait un peu par analogie le même rôle d'indicateur. Ce qui se passe, en fait, c'est que de nos jours, les belugas du fleuve Saint-Laurent meurent à cause d'une contamination, en fait, de leur environnement. Quand les belugas commencent à mourir parce qu'ils vivent dans le fleuve, c'est un peu un mauvais signe pour nous. Donc, les belugas du fleuve Saint-Laurent sont les mammifères les plus contaminés de la planète. Ils sont tellement gorgés de produits chimiques que leur carcasse, parce qu'ils ont bioaccumulé dans leur graisse des contaminants, leur carcasse, quand elles s'échouent sur les plages, doivent être traitées comme un produit chimique. Donc, c'est comme un déchet toxique. On peut pas le laisser là, c'est pas légal. Il faut l'amener puis le faire traiter à un endroit prévu pour les déchets toxiques. Donc ça peut être un indicateur d'un problème grave au niveau du fleuve Saint-Laurent. Donc là, je sais que ça sonne très fataliste tout ça, mais rassurez-vous, il y a espoir. L'homme peut avoir une incidence positive sur ces écosystèmes si on arrête de se penser au sommet de la pyramide puis qu'on essaie plutôt d'en faire partie. Donc, j'ai des belles solutions pour vous. Donc, dans la baie de New York, pas si loin d'ici, des jeunes des écoles secondaires et primaires ont travaillé avec des scientifiques. Dans la baie de New York, c'était une baie très polluée à cause beaucoup d'industries s'étaient amassées autour de là, comme on a vu dans les images plus tôt. C'est très pratique que les bateaux puissent venir chercher les chargements, etc. Donc, cette baie-là était très polluée. Ils ont fait un test. Ils ont pris des cajots remplis d'huîtres. C'est le même animal qu'une moule, à peu près le même principe. Une seule moule et une seule huître peuvent filtrer de 20 à 25 litres d'eau par jour. Donc, ils ont mis ces cajots-là dans la baie. Ils les ont retirés par la suite. Et en se nourrissant, donc, l'huître s'ouvre, avale 20 à 25 litres d'eau par jour, mais à la fois les contaminants. Donc, sur plusieurs années, ils ont fait ce procédé-là avec les huîtres. Et il y a quelques années de ça seulement. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que les rorquals à bosse sont revenus faire leur migration pour se nourrir dans la baie de New York. Donc ça, c'est vraiment une belle victoire à échelle humaine. Une autre solution très simple, c'est les végétaux. Donc, les végétaux ont un pouvoir filtrant grâce à leurs racines. Si on regarde dans la nature, les rivières, où est-ce qu'on se dit « Waouh, l'eau a l'air pure, l'odeur est magnifique, on a vraiment envie d'y être et de s'y baigner », souvent, c'est des places où il va y avoir des végétaux en bordure. Pourquoi est-ce que les plantes filtrent l'eau? Ben en fait, c'est que l'eau est purifiée par les plantes parce qu'il y a toujours une petite communauté de microbes qui vivent sur les racines aussi. Puis ces microbes-là vont biodégrader les contaminants, mais ils vont aussi filtrer tout simplement grâce à leurs racines les contaminants. Donc, si, admettons, j'ai un contaminant comme des hydrocarbures qu'on retrouve dans le pétrole, ben les racines vont les briser avec leurs microbes, puis ça va retourner dans l'environnement sous une forme moins toxique. Fait que les organismes vont être capables de s'en nourrir ou de le dégrader plus rapidement. Pour faire une histoire courte, en fait, ici, on a une bande riveraine, donc des végétaux en bordure d'un cours d'eau. Ça crée des habitats, ça favorise la filtration aussi, puis ça limite l'érosion, puis en plus, ça fait joli. Un exemple assez probant ici, c'est, admettons, vous savez, la mode de la pelouse bien verte, fertilisée, sans mauvaises herbes. Bon, ben c'est un choix personnel, le monde peut faire ce qu'il veut, mais si on implante plus d'arbres et plus de végétaux différents,
ben, on filtre plus ce qui arrive sur notre terrain avant que ça se rende dans le cours d'eau. Il y a une autre technologie que moi, j'aime beaucoup qui s'appelle les îles flottantes. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est un grand tapis de jute avec des végétaux qu'on a implantés sur le dessus. Donc ici, on voit une communauté qui implante ces îles flottantes-là. Donc, ces îles-là vont venir flotter à la surface de l'eau. Les plantes vont venir filtrer, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Mais non seulement filtrer, mais aussi augmenter la qualité de vie parce que c'est super joli. Puis aussi augmenter la qualité de vie de la faune. Donc, ça peut faire un habitat pour les oiseaux nicheurs comme les canards. Puis un habitat pour les poissons aussi, en plus de faire très, très joli. Donc ça, c'est une solution à échelle humaine. Il y a aussi la partie de faire notre part, nous, en tant qu'individus. Je m'excuse, mon prédit, il fait des siennes. Il y a aussi faire notre part à l'échelle humaine, mais il y a aussi faire notre part au niveau des municipalités. Quand nous, là, on utilise l'eau à la maison, elle s'en va se faire filtrer, puis elle est retournée soit dans une usine de traitement des eaux, soit elle est retournée au fleuve. Seulement filtrer, c'est pas assez selon moi. Nous, on consomme des antibiotiques, on consomme dans nos maisons, quand on fait le ménage, on utilise des produits chimiques. Tout ça est seulement filtré, donc pas désinfecté. Ce qui est intéressant, c'est que la Ville de Montréal va bientôt augmenter, en fait, la filtration de l'eau dans leurs usines avec un générateur d'ozone. Un générateur d'ozone, ça l'injecte de l'ozone, qui est un gaz dans l'eau, puis ça va vraiment venir désinfecter l'eau. Donc, l'eau n'aura plus de contaminants, puis n'aura plus non plus d'antibiotiques. Fait qu'on va retourner vers le fleuve une eau qui est beaucoup plus saine. Ça, c'est des très bonnes nouvelles. Choix personnel, la manière qu'on s'habille, ça a l'air ridicule, mais non, ça ne l'est pas. Souvent, dans notre vie de tous les jours, on va utiliser, mettons, du linge fait en polyester. C'est du plastique. Donc, quand on fait notre lavage, ces microparticules-là vont aller dans l'eau puis se retrouver dans les cours d'eau. Moi, en ce moment, je porte de la laine. C'est biodégradable, c'est confortable, c'est chaud, c'est le fun. Sinon, les produits aussi qu'on peut utiliser à la maison. Donc, justement, pour faire le lavage, ça peut être des produits qui sont biodégradables rapidement. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Puis tout à l'heure, on parlait des microplastiques. Ben, avant qu'ils deviennent micros, pourquoi pas organiser un nettoyage des battures avec son école ou avec notre famille ou tout simplement seul? C'est d'aller ramasser les déchets de plastique en bordure de notre fleuve. Donc, c'est d'habiter notre fleuve, de le respecter puis de le faire nous-mêmes. Des fois, moi, je le fais souvent chaque année puis je me rends compte qu'est-ce que je retrouve dans l'eau. Donc là, des fois, je me décide de moins utiliser ces choses-là parce que je me rends compte qu'elles se rendent dans nos cours d'eau. Fait que c'est vraiment de réaliser sur le site qu'est-ce qu'on retrouve dans le fleuve. Puis, je pense que la base des choses, c'est... tous les organismes de la Terre viennent de l'eau. T'sais, le premier mammifère à être sorti de l'eau, ben, il est sorti de l'eau puis il a colonisé le restant de la Terre. Donc, c'est de se rendre compte qu'on vient en quelque part de là. Comme on a vu plus tôt, les océans génèrent la moitié de notre oxygène qu'on respire. C'est pas peu. Puis aussi, c'est la maison de mammifères marins magnifiques. Donc, c'est de comprendre ça, de l'habiter, d'habiter le fleuve, de se rendre compte que Montréal, c'est une île, puis que chaque action dans l'eau va avoir des répercussions. Ça, c'est très important à se rappeler. Et puis, je vais vous parler d'une pétition, en fait, qui a été faite par l'Observatoire international des droits de la nature. Donc, cet organisme-là, en ce moment, est en train de signer une pétition pour que le fleuve devienne une entité légale. Ce que ça veut dire, ça, c'est que le fleuve aurait des droits comme vous et moi. Donc, moi, il y a personne que, comme la loi sur la qualité de l'environnement, c'est faite pour moi, c'est fait pour que j'aie un environnement sain dans lequel vivre. Mais c'est la même chose pour le fleuve. Ça ferait que le fleuve aurait des droits de ne pas être pollué, puis qu'on respecte sa biodiversité. Donc, je vous suggère de prendre ça en note. C'est l'Observatoire international des droits de la nature. C'est vraiment très intéressant. Puis aussi d'en parler, de vivre avec son fleuve, de l'habiter, d'aller pêcher, d'aller faire du kayak, d'aller marcher sur le bord du fleuve. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez compris la fragilité puis la force du fleuve. Puis, je vous souhaite une très belle journée.